Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter de comment est-ce que, depuis peu, on arrive à utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre les cellules. En effet, bien que les cellules de notre corps aient le même ADN, elles ne font pas toutes la même chose. Et comprendre et prédire leur comportement pourrait nous aider à guérir des maladies, par exemple en testant des médicaments sur des modèles virtuels. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une cellule? Une cellule, c'est un des concepts fondamentaux de la biologie, euh, découvert en 1665 par la première cellule. On s'est rendu compte petit à petit que tous les êtres vivants, que tout était composé de cellules, et que c'était l'unité fondamentale vraiment du vivant, à partir de 1839. Ça, c'était accepté avant même la théorie de l'évolution. Et donc, tout être vivant est composé de cellules, et notre corps en possède 10 puissance 15, donc des millions de milliards de cellules. Et chacune a un ADN entier, notre ADN, le même ADN dans notre corps. Euh, et vous pouvez voir chaque cellule comme vraiment un micro-robot, un nanorobot avec une vraie intelligence. L'exemple qui est donné là, c'est ce neutrophile qui va pouvoir aller euh, se déplacer dans le corps, discuter avec les différentes cellules, voir ce qu'elles font, s'assurer qu'elles font bien ce qu'elles doivent faire. Et si ce n'est pas le cas, il peut aller leur ordonner de se suicider, par exemple. Et donc, dans les cellules, il y a de l'ADN. Hein, notre ADN. Et on sait que 10% de l'ADN contient ce qu'on appelle des gènes. Le reste contient de l'information sur comment lire ces gènes. Euh, et donc, quand les gènes sont lus, ils sont transformés en ARN. Ok, ça, c'est l'autre dogme principal de la biologie. À partir de l'ADN, va être lu pour créer des ARN. Il va y avoir, pour un gène dans l'ADN, plein de transcrits d'ARN qui vont être créés. Et cet ARN va lui-même parfois être lu pour créer des protéines. Et vraiment, la cellule, c'est composé de uniquement d'ADN, ARN et protéines. C'est ça qui fait toute l'intelligence de la cellule, leurs interactions entre eux, et, euh, et qui définit ce que la cellule est en train de faire. Pour le reste, c'est vraiment de l'eau, du sucre, du gras, quoi. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il va y avoir différentes quantités d'ARN dans chaque cellule, qui va correspondre à ce que la cellule veut faire ou est en train de faire. Et on peut voir ça comme un proxy donc, pour ce qu'elle fait. Euh, et, et ça a été utilisé, ça, on arrive à séquencer l'ARN et voir que dans chaque cellule, et voir que dans chacune de ces cellules, il va y avoir tant d'ARN pour un gène, tant d'ARN pour un autre, et avoir un peu cette matrice de compte, où pour chaque cellule, on va avoir plusieurs valeurs qui vont être pour chaque gène, combien de fois on l'a vu dans cette cellule. On appelle un vecteur, qui est ce set de nombres. Euh, Et pour ceux qui avaient vraiment peu de fois entendu parler de vecteurs, c'est donc un set de nombres. Pour ceux qui avaient peu entendu parler de l'ARN, vous avez peut-être entendu parler des ARN messagers, c'est ce qu'on lit là en fait, c'est ce dont on parle là, qui sont utilisés dans les vaccins ARN contre le Covid par exemple. Et ces vaccins ARN, c'est vraiment des genres de mini-virus qui contiennent un ARN, qui est celui qui correspond à une protéine, la protéine, une des protéines du Covid, qui va être donnée à des cellules, justement pour créer cette protéine en grande quantité et entraîner notre corps à se défendre contre le Covid, en se défendant contre cette protéine. Voilà, donc je voulais donner cette image qui montre, qui est créée par un biologiste qui a regardé vraiment l'intérieur d'une cellule et qui a redessiné ça de façon plus claire. Et on voit vraiment ici ces protéines qui forment des structures avec des ARN et de l'ADN qui est séparé par ce noyau. Euh, et c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. On voit la complexité. Ici, c'est une toute petite fraction de la cellule. On voit la complexité de ce qui est en train de se passer. Il faut savoir que tout bouge extrêmement vite, à des vitesses qui ne nous permettraient même pas de voir clairement ce qui se passe. Donc pour continuer, avant de continuer, je voulais me présenter peut-être et dire un peu pourquoi est-ce que je fais ça et qui je suis. Donc moi, je suis un ingénieur initialement, vraiment, j'ai fait une école d'ingénieur classique à Paris, en France, qui s'appelle l'ECE. Mais j'ai toujours été passionné par la biologie, comprendre comment est-ce qu'on fonctionnait, comprendre comment aussi les ordinateurs fonctionnaient, d'où venait notre conscience, comment est-ce qu'on pouvait exister. Et toutes ces questions, c'est comment euh, j'ai pu avoir quelques informations durant mon école, apprendre beaucoup en électronique et en informatique, mais je voulais beaucoup plus. Et donc, j'ai eu la chance de faire des échanges universitaires en Angleterre, à l'université de Kent.
des stages au Flatiron Institute aux États-Unis, à New York. J'ai pu voir qu'on pouvait faire de la super recherche dans des endroits magnifiques avec des gens géniaux et que c'était très loin des clichés, des stéréotypes français sur la recherche. Et j'ai aussi appris beaucoup sur l'intelligence artificielle, la data science, la biologie et la génétique là-bas. Et après ça, je suis parti 3 ans et demi aux États-Unis, à Boston, au Broad Institute, aussi un endroit génial où j'ai beaucoup appris sur ce qu'on appelle la découverte de targets, donc en oncologie, ce qui est comprendre quels sont les gènes justement qu'on pourrait aller targeter, c'est-à-dire retirer, désactiver dans différents cancers pour détruire ces cancers, en utilisant justement la génétique, du séquençage et de la data science et du machine learning, qui sont ces genres de statistiques très avancées faites sur ordinateur, qui sont aussi un peu le début, on va dire, la base de l'IA aussi. Je suis ensuite revenu en France, je travaillais pendant quasiment 1 an dans une start-up qui faisait ce genre de choses aussi. Et depuis 1 an et demi, j'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur et à l'ENS, bien tard, on pourrait dire, mais c'est pas vraiment parce que c'est quelque chose que j'avais voulu faire depuis longtemps, beaucoup repoussé. Et j'ai surtout vu, depuis quelques années, ces développements d'intelligence artificielle, des large language models, des LLM, comme ChatGPT, et des choses géniales qu'ils pouvaient faire. Et sachant que je comprenais un peu comment ces modèles fonctionnaient, je me disais qu'il fallait vraiment faire quelque chose au niveau de la biologie. Il commençait à y avoir des choses, et il fallait qu'on comprenne mieux comment ces modèles marchaient et qu'on les mette un peu aux mains de tous. Voilà. Euh, et donc, on va discuter un peu de ces modèles, de ces LLM. Donc, derrière ChatGPT, comment ça marche exactement? Je vais rester très simple, je pense, mais j'espère qu'après ça, vous pourrez avoir une compréhension un peu de ce genre de modèles, parce que je pense qu'en fait, ils sont assez simples, finalement. Euh, Ils sont entraînés sur du texte, donc sur tout Internet, si on prenait ici l'exemple de ChatGPT. Et leur seule tâche, c'est vraiment ce qu'on appelle du masking. On va aller masquer un mot, le dernier mot dans une phrase, ou un mot dans une phrase. Et on va demander au modèle de prédire ce prochain mot dans la phrase qui a été masqué. Et une fois qu'il a prédit, bah, le mot d'après. Et le mot d'après, et ainsi de suite. Et on va faire ça pour toute une phrase, tout un livre et tout Internet, en fait. Euh, et donc, euh, la façon dont vous pouvez voir ça, c'est que le modèle, en fait, il ne va pas utiliser des mots directement. C'est un modèle mathématique, informatique, et donc il va représenter ces mots sous forme de ce qu'on appelle de vecteurs, donc vraiment de listes de nombres. Ici, j'ai donné avec 2 nombres différents, donc un vecteur de ce qu'on appelle 2 dimensions, il y a 2 nombres dedans pour chaque mot. Et chacun va avoir des valeurs différentes, au début seront aléatoires, et puis le modèle va aller updater, va aller modifier ces nombres pour avoir un nombre un peu approprié à chacun de ces mots. Et la façon dont vous pouvez voir ça, le modèle il va devoir trouver ce set de nombres qui correspond au mot d'après, et puis le set de nombres qui correspond au mot suivant, etc. Et c'est ici en 2 dimensions, avec ces 2 nombres, on peut voir ça comme des points dans un espace en 2 dimensions, des points dans l'espace en 2 dimensions. S'il y avait eu 3 nombres, ça aurait été des positions dans l'espace en 3 dimensions. Et 4 nombres, plus, etc. Donc vraiment, on peut voir ça comme une phrase ou un livre, comme un nuage de points qui représente cette phrase dans un espace. Ici, un espace en 2 dimensions. Bien sûr, dans les vrais modèles, c'est des espaces beaucoup, beaucoup plus grands. Il y a en fait 22 000 dimensions pour un nombre, pour un mot. Et chaque mot, c'est un point dans un espace en 22 000 dimensions. Et les modèles sont gigantesques. Mais c'est la même idée. Et c'est cette taille, en fait, cette grande dimension qui fait la puissance des modèles. Et en fait, pour faire cette prédiction, les modèles, ils prennent ces vecteurs en entrée, ces sets de vecteurs, on va appeler ça des matrices. Donc, il va y avoir tous les éléments de la phrase, de nombres, et on va aller multiplier ces matrices entre elles. Les matrices, c'est des carrés, des rectangles de vecteurs, enfin, des rectangles de nombres. Ok. Et on va faire ces multiplications de matrices encore et encore et encore, avec des matrices qui sont initialement aléatoires, euh, mais qui deviennent ensuite, qui sont apprises aussi, qui vont être modifiées au cours de l'entraînement, jusqu'à vraiment faire ce que le modèle doit faire. Voilà, c'est cette simplicité-là, en fait, qui est derrière ces modèles. Mais ça peut quand même sembler complexe, j'imagine, un peu abstrait. Donc la façon dont j'aimerais vous faire voir ça, c'est un peu comme ce nuage de points qui représente cette phrase en entrée. Il va être modifié à chaque multiplication de matrice, il va être transformé, ok, pour prendre des formes différentes, jusqu'à prendre la bonne forme. Ok, la forme qui va mettre le point qui correspond au mot qu'on doit prédire au bon endroit. Ok. Et au début, bien sûr, tout est aléatoire, et donc le modèle il va faire des prédictions qui sont complètement fausses. Mais petit à petit, on va toujours lui dire, bah non, c'était pas ce mot-là, c'était un autre.
la position, c'était pas cette position-là, c'était une autre, et tu dois pas modifier ton nuage de cette façon-là pour que ça fonctionne. Et petit à petit, le modèle va justement créer la bonne forme qui correspond au bon mot et à la bonne logique. Et en fait, en une seule dimension, vous pouvez voir ça comme vraiment une régression linéaire. Ce qui est quelque chose qui a peut-être rappelé à des gens qui ont fait un peu de statistiques en école, à l'université ou même au lycée. Donc ici, cette régression linéaire, c'est trouver une courbe qui passe par ce nuage de points, ce set de points, qui l'explique le mieux. Et souvent, on va commencer de façon aussi aléatoire, et petit à petit, on va essayer de rapprocher la courbe, de trouver vraiment, de minimiser la distance entre la courbe et le set de points, jusqu'à l'avoir au bon endroit. C'est vraiment ce que ce modèle fait, mais à une échelle beaucoup plus grande, et avec, bien sûr, euh, à des dimensions beaucoup plus élevées. Ok, donc on va reprendre un peu comment est-ce que ces modèles-là, qui sont entraînés, là, ici, initialement pour du texte, le langage, pourraient être utilisés pour des cellules. Donc, on va parler du modèle que j'ai créé, Sprint, comme un exemple ici de l'intelligence artificielle pour la biologie. Et donc aujourd'hui, ce genre de modèle, moi je me mets sur vraiment ce qu'on appelle The Shoulders of Giants, hein. J'ai beaucoup, beaucoup d'aide. Déjà, il faut séquencer ces cellules, il faut des biologistes, il faut aller trouver des tissus qu'on va séquencer, les extraire des patients, les cultiver. Euh, il faut aller mettre ces données dans un certain endroit. Et puis surtout, il faut des grandes capacités de calcul. Donc, j'ai accès à Janzé, qui est un super calculateur qui a été créé en 2017 sous le gouvernement Macron. Et j'ai accès aussi à Child Zuckerberg Institute, ce qu'on appelle le Cell by Gene, qui est vraiment un institut créé par le créateur de Facebook et qui nous donne accès à des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de cellules pour lesquelles on a justement regardé quelles étaient ces quantités d'ARN pour chaque gène. Donc c'est grâce à ça aujourd'hui qu'on peut entraîner des modèles d'intelligence artificielle sur ces données, hein. Et le nom de ces données, c'est du single cell RNA sequencing. Euh, et donc la question, c'est bah, comment est-ce qu'on va pouvoir représenter ce qui était initialement des phrases, du texte, maintenant avec ce genre de données compliquées. J'avais dit que c'était cette liste de nombres qui correspond à pour chaque gène, comment il est exprimé, combien de fois on le voit, son ARN dans la cellule. Et ben en fait, on pourrait voir ça comme on pourrait aussi donner, l'analogie la plus simple, une phrase. Cette fois, cette phrase, c'est juste une liste de noms de gènes. Chacun des mots de gènes, on va aller associer aussi un vecteur. Et on peut peut-être trier cette liste dans l'ordre croissant de combien d'ARN ils ont pour ces gènes. Ceux tout à la fin, ils en auront zéro, et ceux au début, ceux qui ont le plus d'ARN, par exemple. Et on peut entraîner le même modèle, de la même manière, avec aussi du masking, et voir ce que le modèle a appris. Hein, donc on peut vraiment se dire qu'on peut toujours transformer une tâche qui a l'air d'être complètement différente en une tâche de texte, en fait. Et bien sûr, dans mon cas, dans le cas de Sprint, on peut se poser beaucoup plus de questions. On peut se dire, mais comment est-ce qu'on va vraiment en fait utiliser ces données? Comment est-ce qu'on va juste les gérer? Comment est-ce qu'on va les donner au modèle? Il y a plein de problématiques derrière ça. Comment est-ce qu'on va filtrer, trier, débruiter ces données? Comment est-ce qu'on va les encoder? Donc j'ai montré un exemple ici, mais il y en a plein d'autres en fait qu'on pourrait imaginer. Comment est-ce qu'on va les décoder? C'est-à-dire comment est-ce qu'on va passer de ce vecteur, cette set de nombres à vraiment la quantité d'expression, cette valeur de la quantité d'ARN dans la cellule? Et d'autres questions, quelle tâche on va utiliser? Est-ce qu'on fait de la tâche de masking, on va masquer, ou est-ce qu'on trouve une autre tâche? Là, il y en a d'autres, dont j'ai parlé juste là. Comment est-ce qu'on va ensuite tester le modèle et se rendre compte de si le modèle a bien fonctionné, il a vraiment appris des choses intéressantes sur la biologie ou pas? Et d'autres questions comme même, est-ce qu'on peut réinventer un modèle entier, repartir de zéro, changer quelque chose dans ces modèles-là qui pourrait avoir en fait une application sur la biologie, mais aussi même sur des modèles comme ChatGPT. Et je vais donner un exemple justement d'une autre tâche. Ici, c'est une tâche de débruitage, ce qui est utilisé d'ailleurs pour les modèles qui sont entraînés souvent sur des images et qui aujourd'hui sont les modèles qui vont vous générer des images à partir d'une description. Alors, souvent, on prend des images qui sont normales et on va rajouter du bruit et demander au modèle de retirer ce bruit. Et on sait comment ça devrait être parce qu'on avait l'image initiale, puis on va rajouter plus de bruit, puis plus de bruit jusqu'à vraiment avoir une image qui est que du bruit. Et en fait, une fois que le modèle est entraîné comme ça, à partir de rien, à partir de bruit entier, juste de bruit, il va pouvoir générer une image. Et si on lui donne un peu de description pour les diriger, la type d'image que le modèle génère, ça va marcher aussi. Et moi, c'est plutôt avec ce genre d'approche que j'ai entraîné, par exemple, le modèle Sprint, où je vais rajouter du bruit à ces quantités ces valeurs pour les différents ARN, différents gènes.
Voilà, donc ça crée le modèle sprint. Et c'est vraiment ce que font des biologistes computationnels comme moi dans le labo de Laura ou de Gabriel. C'est vraiment à l'Institut Pasteur ou à l'ENS. On va créer des nouvelles applications, on va créer des nouveaux outils qui vont pouvoir être utilisés par d'autres chercheurs, par des boîtes pharmaceutiques, par ce qu'on appelle des biotech, pour des applications différentes. Voilà. Euh, et donc, ces modèles-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, nous, ce qu'on a vu, ce qui est super intéressant, c'est que uniquement après une semaine entière d'entraînement sur plusieurs GPU, sur plusieurs calculs gros ordinateurs, le modèle, après avoir travaillé sur ces millions de cellules, il a appris des choses assez intéressantes en fait. Et avec une seule cellule en entrée, on est dedans juste, en fait, c'est pas une vraie cellule, hein, mais c'est valeur d'expression dans la cellule, c'est quantité d'ARN qui auront été produits pour chaque gène dans chaque cellule, juste avec un seul de ces vecteurs pour une cellule, et à pouvoir dire, mais quel type de cellule c'est? Est-ce que c'est une cellule dans les yeux? Est-ce que c'est une cellule, un lymphocyte? Est-ce que c'est une cellule qui fait autre chose? Il va pouvoir dire, mais est-ce que c'est une cellule dans un état malade? Est-ce que c'est une cellule cancéreuse ou une cellule en état d'inflammation ou une cellule en train de mourir? Elle peut même traiter des informations sur le patient, comme probablement son âge, son sexe, et même le séquenceur qui était utilisé par les biologistes. Mais en fait, plus que ça, le modèle nous donne aussi une prédiction du réseau d'interaction des gènes, comment chaque gène interagit entre eux. Est-ce que le gène A interagit avec B ou en fait plus avec C, et ainsi de suite. Et donc on a ce grand graphe, ce grand réseau d'interaction que le modèle prédit. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce réseau, il est complètement aléatoire, il ne veut rien dire, ou est-ce qu'en fait il est proche de ce qu'on sait qui se passe réellement dans les cellules? Et ce que j'ai pu montrer avec ce projet-là, c'est qu'en fait, oui, c'est pas parfait évidemment, mais il y a une similarité qui est vraiment au-delà de l'aléatoire, qui est créée, où le modèle vraiment crée des réseaux d'interaction pour des différents types cellulaires qui sont ce qu'on voit un peu dans la cellule, par différentes expériences. Et donc, et le modèle a retrouvé un peu ces réseaux-là de lui-même, ce qui est très puissant. Et la dernière chose, c'est que on a vu que ce modèle peut aussi, ces données sont bruitées. En fait, si je reviens à une précédente, on n'a jamais une image parfaite pour ces séquençages d'ARN. On a en fait une image très bruitée. Euh, et et c'est problématique. Mais ce qu'on arrive à faire avec ce genre de modèle, on montre que le modèle arrive à débruiter l'image plus que ce qu'on pourrait avoir avec les méthodes actuelles de séquençage. Et donc, on peut améliorer la qualité des données pour trouver des choses qu'on n'aurait pas pu trouver sinon. Voilà, donc ça c'est très puissant et uniquement en passant par ce genre de modèles qui ont vu toutes les cellules, plein de cellules, on arrive à faire ce genre de choses. Alors, comment est-ce que ça peut être utilisé dans l'application concrète? Ce qu'on a vu, c'est que euh, dans le cadre ce qu'on appelle d'un cancer de la prostate bénin, donc au tout début du cancer de la prostate, quelque chose qui aurait été d'ailleurs probablement peu ou pas détecté chez un patient lambda. Il faut vraiment faire cette biopsie et ce séquençage des tissus pour se rendre compte. En passant ces données de single cell RNA-seq split, l'expression des différentes quantités d'ARN dans chacune des cellules, on voit que le modèle, lui, il arrive à euh, trouver des similarités entre ces différentes cellules, trouver ici, en fait, chaque point, je vais peut-être vous montrer un peu, mais ici, chaque point représente une cellule dans un espace où les cellules qui sont similaires, qui font les choses un peu similaires, qui expriment leur gène pareil, sont proches. Et celles qui sont pas pareilles sont éloignées. Ok. On voit que Sprint crée ce nouvel espace où il a débruité un peu, il a amélioré sa prédiction de quelle cellule était où. Il te donne des informations sur il y a telle cellule, elles sont en train de faire telle chose. On peut même aller regarder ces sous-cellules, ces sous-types de cellules qui sont très spécifiques et qui en fait montrent que ces cellules participent au cancer, d'autres ne participent pas. Des cellules sont cancéreuses, d'autres sont des cellules immunitaires qui sont là parce qu'il y a probablement un cancer qui est en train de commencer. Il y en a qui sont activés, il y en a qui ne sont pas encore activés, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, derrière ça, on peut même aller se poser la question de quels réseaux génétiques dans ces différents types de cellules sont activés. Et on voit qu'il y a des réseaux génétiques qui sont associés à différents marqueurs d'inflammation ou de sécrétion de tissus qui sont associés aux plaies de la peau, par exemple. Et donc, on voit un peu tous les états dans lesquels les cellules peuvent être pour le cancer, et ça nous donne tout autant de targets, de potentiels targets pour aller créer des médicaments contre le cancer de la prostate, par exemple. Tout autant d'hypothèses qui peuvent être testées par les biologistes.
Ouais, donc en ça peut être déjà, on voit le concret de comment ces modèles peuvent être utilisés aujourd'hui, dans des applications réelles de découverte de médicaments pour traiter des maladies. Et bien sûr, c'est le tout début. Il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est un modèle parmi beaucoup d'autres outils qui sont utilisés aujourd'hui, déjà beaucoup, par les chercheurs. Et bien sûr, il se place dans le cadre d'avoir des supercalculateurs, d'avoir des séquenceurs, des biologistes qui génèrent ces données, qui travaillent sur ces cellules, qui posent des bonnes questions, qui vont valider les données derrière, des chimistes, etc. Donc c'est vraiment un travail qui englobe une quantité de personnes et euh, et de spécialités énormes. Et c'est ça aussi qui rend ça si intéressant pour moi, en tout cas. Et donc, quel est l'avenir de ça? Ben, aujourd'hui, un patient passe un médicament, on ne peut pas tester 15 médicaments. Ok. Euh, Par contre, ce qu'on a beaucoup, c'est ce qu'on appelle des modèles in vitro. Ça veut dire des cellules qu'on fait vivre dans des boîtes de pétri et pour lesquelles on peut tester plusieurs médicaments, parfois des centaines. Euh, L'espoir ici, avec ce genre de modèle, c'est qu'on pourrait potentiellement tester pas des centaines, pas des milliers, mais des millions, voire des milliards de médicaments dans des genres de cellules virtuelles, donc dans ces intelligences artificielles, dans ces modèles, et demander bah, si on fait ça, est-ce que la cellule elle continue à vivre ou est-ce qu'elle meurt, par exemple? On peut leur poser plein de questions à ces modèles-là, parce qu'ils sont énormes et ils ont emmagasiné plein d'informations, justement, au regard de ces réseaux génétiques, par exemple. Donc ça, c'est vraiment l'avenir. On pourrait tester des millions de médicaments sur un cancer, voir lesquels ont l'air de fonctionner par rapport, selon le modèle, les tester peut-être in vitro. euh, et juste pour revenir avant, ces modèles-là, c'est écrit ici in silico, c'est parce qu'il y a in vitro, in vivo dans le vivant, et in silico, c'est dans le silicium, c'est donc dans l'ordinateur. Voilà, donc on pourrait tester ces modèles validés in silico, bah, in vitro dans des cellules, et puis peut-être que celles qui ont l'air de répondre in vitro, on les testera chez le patient in vivo, pour avoir vraiment le meilleur médicament pour la maladie. Et ça fait partie de toute une idée encore plus poussée, je pense, qui est vraiment l'objectif de beaucoup de chercheurs dans mon domaine, qui est vraiment d'arriver à mélanger ce modèle-là, l'associer avec un genre de robot qui pourrait aller faire des prédictions sur quel médicament pour quelle maladie, tester ces prédictions directement avec le robot, qui irait faire ses tests, essayer des médicaments sur différents tissus, regarder les résultats, redonner ça au modèle pour apprendre plus et retester quelque chose de nouveau, et ainsi de suite, et apprendre toujours plus. Et en fait, faire vraiment le travail du scientifique, ou une partie du travail du scientifique, une petite partie en fait, euh, automatiquement, pour faire la découverte automatique de médicaments, par exemple. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté, et puis je me tiens à disposition si vous voulez échanger ou discuter plus de ce genre de choses. Au revoir.